Enfoui dans les ténèbres de l'espace, entouré de planètes inhospitalières et de vide glacial, la planète Terre est une oasis de vie. Tout cela est possible grâce au cocon gazeux qui la protège. Cette enveloppe d'air affecte tout ce qui nous entoure. Elle nous protège, nous isole et nous maintient en vie. Elle transporte l'eau sur la Terre et agit comme un bouclier contre les météorites et le rayonnement néfaste. Il est temps de découvrir cette merveille invisible qu'est notre atmosphère. Nous ne pensons que très rarement à l'atmosphère. Parce que nous ne pouvons la voir, la sentir, la goûter ou l'entendre, nous négligeons son importance. Pourtant, c'est tout ce qui nous sépare du vide spatial. Cette enveloppe ne nous permet pas seulement de respirer, elle nous protège aussi. L'atmosphère est divisée en 5 couches distinctes. La troposphère, la stratosphère, la mésosphère, la thermosphère et l'exosphère. Ces couches atteignent des centaines de kilomètres et plus on monte, plus leur densité diminue. L'épaisseur de l'atmosphère est un sujet controversé. Certains disent qu'elle s'élève à 500 km et d'autres jusqu'à Mars. Nous habitons la troposphère, la couche la plus près du sol, où l'air est le plus dense et la pression la plus élevée. Notre corps est parfaitement adapté à ces conditions. Notre anatomie et notre métabolisme ont totalement été modelés par l'atmosphère. Afin de bien comprendre notre atmosphère, nous examinerons ces couches une à une, en montant du sol jusqu'au-dessus des montagnes et des nuages, jusqu'aux frontières de l'espace. Le 16 août 1960. Un homme se prépare à entamer un périple sans précédent à des hauteurs extraordinaires dans un environnement hostile qui ne contient qu'1% de l'air de la planète. Sans protection, un humain mourrait en quelques secondes. À cette hauteur, la température descend jusqu'à moins 55 degrés et la pression est 100 fois plus basse qu'à la surface. Le colonel Joseph Kittinger montera à un peu plus de 30 km, après quoi il sautera. C'est une mission militaire importante et le début de la course à l'espace. Kittinger veut mesurer la résistance du corps humain à des altitudes élevées, à une pression réduite et à la chute libre. Il espère que son équipement de pointe le protégera. Personne ne l'avait fait auparavant. Nous ne l'avons pas fait pour briser un record, mais pour recueillir des renseignements pour notre programme spatial et nos aviateurs de haute altitude. L'équipe au sol prépare son véhicule, un ballon d'hélium et une nacelle rudimentaire. Cette nacelle ouverte devait me transporter jusque-là. Je l'appelais mon ascenseur. À 17h30, les préparatifs sont terminés. Il monte dans la nacelle. Le chef d'équipe m'a demandé si j'étais prêt et j'ai répondu « Allons-y ». Le décollage s'est fait en douceur et j'ai commencé à monter de plus en plus haut. 30 minutes après le décollage, Kittinger arrive au milieu de la troposphère, à 9000 mètres. À cette altitude, l'air est si rare qu'il ne contient qu'un tiers de l'oxygène qu'on trouve au niveau de la mer. Kittinger respire à l'aide de bouteilles d'oxygène branchées à son casque. Il n'a fait que le tiers du voyage. Il lui reste 23 km à parcourir et la pression chute rapidement. À 1200 mètres, la combinaison pressurisée se gonfle. Il faut alors vérifier si tout fonctionne comme prévu. Mais la combinaison est défectueuse. Le gant droit n'est pas étanche.
J'aurais pu aviser l'équipe au sol que j'avais un problème, mais je savais qu'il y aurait de fortes chances qu'ils décident de mettre fin à la mission. Je savais que s'ils prenaient une telle décision, mes chances de participer à nouveau à une mission comme celle-ci étaient presque nulles. Alors, je n'ai rien dit. Kittinger espère que c'est un bris isolé. Il continue à s'élever à 300 mètres à la minute. Après 89 minutes, il s'approche de l'altitude visée. Le ballon ralentit et s'immobilise. Kittinger est au milieu de la stratosphère, à une altitude record de 31 333 mètres. Il est bientôt temps de se jeter dans le vide. Lorsqu'est venu le temps de sauter, j'étais prêt. Je m'en retournais vers un environnement plus hospitalier, une planète familière. J'avais effectué ce saut des milliers de fois dans ma tête. J'avais revu chaque étape des milliers de fois. J'ai récité une prière en silence, j'ai appuyé sur un bouton pour mettre en marche les caméras et j'ai sauté de la nacelle. Je ne me rendais pas compte de la vitesse à laquelle je tombais. J'ai regardé le ballon et j'ai remarqué qu'il s'éloignait à toute vitesse. J'ai vite compris que c'était moi qui tombais à une vitesse vertigineuse, mais que le ballon restait immobile. Il fait une chute de 25 km. L'air raréfié offre très peu de résistance. Il atteint 988 km à l'heure, franchissant presque le mur du son. Après une chute libre record de 4 minutes 36 secondes, Kittinger ouvre son parachute. Il descend lentement vers le désert avant d'atterrir. Nous étions transportés de joie car nous avions réussi. Plusieurs avaient prédit que nous allions échouer et nous leur avions prouvé le contraire. La mission est un succès retentissant. Le record de Kittinger n'a jamais été battu. Il retire sa combinaison pressurisée et prend une première bouffée d'air de cette atmosphère qu'il redécouvre enfin. C'était un tel soulagement d'être revenu sur Terre, où l'atmosphère nous permet de vivre. Le parcours de Kittinger dans l'atmosphère est extraordinaire. Mais notre voyage à nous commence plus près du sol, dans l'air que nous respirons. Cet air est composé d'un mélange gazeux idéal pour transmettre et emmagasiner la chaleur et l'énergie. Et l'astronome David Greenspoon croit que notre atmosphère est unique en son genre. À mesure que nous découvrons les planètes, nous nous rendons compte qu'elles sont toutes différentes, un peu comme des individus. Pour le moment, nous croyons que l'atmosphère terrestre est unique. Dans les 100 dernières années, les télescopes et les sondes spatiales ont étudié les étranges atmosphères des planètes voisines. Ces explorations dans le système solaire ont révélé à quel point la Terre est particulière. Des nuages de gaz presque gelés flottent au-dessus d'Uranus et de Neptune. Mars et Mercure, elles, ont vu leur atmosphère balayée par le Soleil. Je crois que Mercure n'a en fait aucune atmosphère. Regarder le ciel sur Mercure, c'est comme regarder dans l'espace. Jupiter et Saturne, elles, ne sont que des atmosphères. Contrairement à la Terre, Jupiter n'a pas vraiment de surface solide où l'on pourrait se tenir et regarder les nuages. Ce n'est qu'une énorme boule de gaz. Seule une autre planète comporte, comme la Terre, une atmosphère et une surface rocheuse. Notre voisine immédiate, Vénus. Mais elle n'est pas en tout point identique. David Crisp a étudié l'atmosphère caustique de Vénus pendant 20 ans. Sur la surface de Vénus, la pression est si élevée qu'elle pourrait écraser un sous-marin nucléaire. Elle est près de 90 fois plus élevée que celle sur la Terre.
Cette pression ainsi que la chaleur extrême, 482 degrés Celsius, pourrait faire fondre du plomb. Des nuages survolent la surface infernale. Ils ne sont pas composés d'eau mais d'acide sulfurique concentré. Vénus est un exemple saisissant de ce qu'est une atmosphère extrême. Mais la vraie question n'est pas de savoir pourquoi Vénus est si aride, mais pourquoi la Terre n'y ressemble pas. La Terre et Vénus sont en quelque sorte jumelles, puisqu'elles ont presque la même taille. Elles sont aussi très proches l'une de l'autre. Malgré tout, leurs environnements diffèrent de façon marquée. Afin de savoir pourquoi ces planètes ont évolué de façon différente et de découvrir l'origine de notre précieuse atmosphère, il nous faut retourner dans le temps. Jusqu'à la naissance de notre système solaire, il y a 4,5 milliards d'années. L'histoire de l'atmosphère terrestre débute à la naissance de notre système solaire. D'énormes quantités de matière en orbite autour du Soleil se sont rassemblées pour former les planètes. Jupiter et Saturne se sont constitués en planètes gazeuses. Mais sur la Terre, la majeure partie de la matière s'est condensée en un noyau liquide. Les gaz restants ont ensuite émergé de la roche en fusion pour former la première atmosphère. La gravité terrestre a empêché ces gaz de s'échapper dans l'espace. Mais la Terre a bientôt dû faire face aux rafales de vent solaire, un flux de particules chargées issues du Soleil. Ce vent a fait des ravages sur Mars. Avec le temps, il a dépouillé Mars de son air, l'expulsant loin dans l'espace. L'atmosphère de la planète rouge est maintenant 100 fois plus mince que celle de la Terre. Notre planète n'a pas subi le même sort. Le champ magnétique produit par le noyau terrestre a bloqué le vent solaire, l'empêchant du même coup d'anéantir l'air fragile. Mais l'atmosphère terrestre était alors très différente de celle qui nous permet de respirer aujourd'hui. Elle contenait de grandes quantités de dioxyde de carbone, un gaz capable d'absorber et de retenir la chaleur. Le dioxyde de carbone constitue toujours 95% de l'atmosphère de Vénus. Ce gaz a surchauffé la planète à un point tel que toute son eau s'est évaporée dans l'espace. Ça n'a pas été le cas sur Terre. David Crisp croit que c'est une question de chance. Si la Terre avait conservé son atmosphère d'origine, elle serait probablement comme Vénus à l'heure qu'il est. Nous avons donc été victimes d'un accident très heureux. Cette chance est survenue il y a 4,5 milliards d'années. À cette époque, le système solaire ne comptait pas seulement les 8 planètes que nous connaissons aujourd'hui. Une nuée de protoplanètes et de planétésimaux tournait autour du Soleil comme dans un grand ballet cosmique. Un objet de la taille de Mars se dirigeait vers la Terre. La collision phénoménale de cet objet avec la Terre a créé notre Lune et, d'après Crisp, aurait anéanti l'atmosphère hostile de notre planète telle qu'on la retrouve encore sur Vénus. Cet impact a eu un effet déterminant sur notre atmosphère. Les gaz nocifs se sont dissipés, permettant à notre atmosphère de devenir celle que nous connaissons aujourd'hui. Il est resté une atmosphère composée de roches sous forme liquide et gazeuse. Il a fallu des millions d'années à ces gaz pour se dissiper, pour enfin faire place à une atmosphère composée d'azote, de dioxyde de carbone et de vapeur d'eau. Ces nouveaux gaz provenaient aussi bien du sol que du ciel. Les éruptions volcaniques ont libéré des quantités d'azote et de dioxyde de carbone qui provenaient du noyau en fusion de notre planète. Et l'on pense que l'eau, un élément porteur de vie, provenait de comètes glacées. Chaque impact apportant un peu plus d'eau. Mais il manquait à l'air un ingrédient essentiel. Il manquait toujours l'oxygène moléculaire, l'O2 que l'on respire.
Janet Seifert de l'Université Rice au Texas tente de découvrir le phénomène à l'origine de l'apparition de l'oxygène. L'étude des roches suggère qu'il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère pendant la première moitié de l'histoire de la Terre. Il y avait des gaz à effet de serre tels que le méthane et le dioxyde de carbone, mais pas d'oxygène. Les roches montrent un changement soudain survenu il y a 2,5 milliards d'années. La présence d'oxygène dans l'atmosphère. Ce gaz est libéré par un simple organisme microscopique appelé cyanobactéries. Les cyanobactéries étaient les seuls organismes capables de produire de l'oxygène. Il semble donc qu'elles aient colonisé une assez grande portion de la Terre et qu'elles aient produit suffisamment d'oxygène pour qu'il reste dans l'atmosphère. La prolifération et la propagation des microbes sont à l'origine de la grande oxydation, un phénomène par lequel l'oxygène s'est accumulé dans l'air. L'oxygène a complètement chamboulé la planète. Tout devait s'adapter à la nouvelle atmosphère, composée en grande partie d'oxygène. L'oxygène a d'abord réagi avec le fer contenu dans les océans. Celui-ci s'est déposé en rouille sur les fonds marins. Puis, le même phénomène s'est produit avec la terre et la roche, leur donnant une teinte rougeâtre. Une fois que ces matières ont été saturées d'oxygène, celui-ci s'est alors accumulé dans l'air, entraînant ainsi des conséquences déterminantes sur le cycle de la vie. Grâce à l'oxygène, les animaux complexes ont développé un métabolisme beaucoup plus rapide. L'évolution a pris un cours radicalement différent. Alimentés en oxygène, les organismes unicellulaires ont évolué en animaux complexes. Les plantes ont aussi commencé à produire de l'oxygène grâce à une mutation insolite permettant la photosynthèse. Une cellule végétale primitive a un jour tenté d'engloutir, d'ingérer ou d'encercler une cyanobactérie. Mais au lieu d'être digérée, la cellule est devenue un organe de la plante. On peut donc dire que tout l'oxygène atmosphérique provient d'un ancêtre de cyanobactéries qui existe maintenant à l'intérieur des plantes. L'oxygène maintenant présent, le mélange gazeux qui compose notre air est viable. L'air que nous respirons a transformé la planète Terre, ses paysages et ses habitats naturels. Au cours de cette évolution, nous rencontrons un autre élément vital, l'eau. Les mouvements impétueux de notre atmosphère transportent la vapeur d'eau partout sur notre planète. Les vents violents et les tempêtes peuvent détruire les bâtiments et inonder les champs. Mais sans l'eau, la Terre s'assécherait complètement. Notre atmosphère est constamment en mouvement. Les mouvements de l'air qui circulent entre le sol et les 15 premiers kilomètres de l'atmosphère conditionnent la météo. C'est le Soleil qui cause ces mouvements. En atteignant la Terre, l'énergie du Soleil réchauffe sa surface et son atmosphère de façon inégale. Ces différences de température mettent l'air en mouvement. L'air chaud à l'équateur prend de l'expansion et s'élève, tandis que l'air froid au pôle se densifie et descend. Marty Ralph peut suivre les mouvements de l'air autour de la Terre grâce à un simulateur révolutionnaire. Nous voyons ici une carte des températures à la surface de la Terre. Les régions tirant sur le rouge représentent les températures élevées, comme aux tropiques. Les régions au pôle, plus froides, apparaissent en bleu et en vert. Cette carte nous permet de suivre le mouvement de l'air chaud vers le nord et celui de l'air froid vers le sud, ainsi que le changement des saisons.
Si l'atmosphère était immobile, il ferait 7 degrés de moins au pôle et 4 degrés de plus à l'équateur. Les vastes déserts du Sahara, d'Atacama et de Mojave s'étendraient de façon considérable. Les villes situées plus au nord, telles que Londres et Boston, connaîtraient l'hiver à l'année. Seule la circulation atmosphérique peut empêcher ces catastrophes. Elle contrôle la température et provoque les phénomènes météorologiques que nous connaissons. La rotation de la planète entraîne à son tour celle des masses d'air, formant notamment les ouragans qui dévastent les côtes. En s'élevant, l'air humide se transforme en nuages électriquement chargés. Les éclairs qui s'en échappent réchauffent l'air jusqu'à 10 000 degrés. Lorsque l'air se rafraîchit, la vapeur d'eau se condense en nuages et en pluie. Cette eau s'évapore ensuite des océans. L'air ambiant contient toujours 0,01% de l'eau terrestre. Mais cette proportion infime représente plus de 12 500 km3 de liquide. Si l'air ne transportait pas d'eau, le sol serait complètement sec. Les tempêtes jouent un rôle déterminant pour l'atmosphère. Elles contribuent à réduire les différences de température entre les pôles et l'équateur, tout en produisant la pluie et la neige, qui nous sont essentielles. L'un des systèmes climatiques les plus importants est un ensemble de canaux atmosphériques récemment découverts transportant l'eau dans l'air. Marty Ralph étudie présentement ces mystérieuses rivières aériennes. Les chemins par lesquels la vapeur d'eau est transportée ont une grande influence sur la distribution de l'eau. Nous les avons nommés rivières atmosphériques. Les rivières atmosphériques sont d'étroits canaux de vent de force ouragan qui s'étendent sur des milliers de kilomètres. Une rivière peut transporter à elle seule 3 fois l'équivalent du fleuve Mississippi. Elles sont à l'origine de près de la moitié des précipitations annuelles sur la côte ouest des États-Unis. Mais lorsqu'elles stagnent au-dessus d'une région pendant plus d'une journée, elles peuvent provoquer de violentes inondations. La conjonction de vents violents, de grandes quantités de vapeur d'eau et d'une tempête peut mener à une grave inondation. Ces rivières n'ont été découvertes que récemment, car elles se forment au-dessus des océans. Nous ne possédons pas suffisamment de données pour prévoir les inondations qu'elles causent. Il est très difficile de prédire ces phénomènes. Par exemple, ce modèle peut prévoir les rivières atmosphériques, mais il y a une semaine, le modèle annonçait des pluies abondantes en Californie, alors que ces pluies touchent en fait le Canada. C'est toute une différence. Afin de récolter d'autres données, Marty Ralph étudie les rivières atmosphériques à bord d'un avion de recherche. Ces rivières se forment en présence de masses d'air froid. Elles produisent des tunnels aérodynamiques capables de transporter d'énormes quantités de vapeur d'eau, de l'océan jusqu'à la Terre, à près de 160 km à l'heure. Ce sont comme d'étroits tapis roulants pour vapeur d'eau. Ils transportent près de 90% de toute la vapeur d'eau atmosphérique à ces latitudes. Lorsque les courants aériens rencontrent une montagne, ils s'élèvent et déversent leur vapeur d'eau en pluie et en neige. Marty Ralph étudie le mouvement des rivières atmosphériques selon les saisons. Mais afin de mieux prévoir les inondations, il doit recueillir beaucoup plus de données atmosphériques. Il croit qu'un avion piloté à distance conçu pour l'armée pourrait continuellement mesurer la température de l'air au-dessus de l'océan, ainsi que le taux d'humidité et la vitesse des vents. L'avion pourrait même suivre l'évolution des rivières atmosphériques. Nous avons récemment remarqué que certaines rivières atmosphériques très intenses sont plus communes dans certaines régions du monde, ce qui augmente la fréquence des inondations.
Les changements observés par Marty Ralph font partie d'une transformation planétaire du climat et de l'atmosphère. Les déserts s'étendent et les forêts tropicales s'assèchent à cause d'un changement dans la composition chimique de l'air. Sa composition change à tout moment. Nous modifions les proportions du mélange gazeux à chaque fois que nous respirons. Mais nos usines, nos maisons, nos avions et nos voitures accentuent le processus. Pendant près de 2 siècles, nous avons fait monter en flèche le niveau de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et les filtres naturels de la planète ont réussi à en éliminer près de 55 %. L'Atlantique Nord en a absorbé des quantités phénoménales. Mais il est maintenant presque saturé de dioxyde de carbone et il ne peut plus en absorber. On pourrait le comparer à une bouteille de boisson gazeuse que l'on réchauffe. Elle pétille et libère du CO2. Lorsque ces filtres naturels cesseront de fonctionner, nous connaîtrons des augmentations de température considérables. La température moyenne sur Terre pourrait s'élever de 4 degrés Celsius avant la fin du siècle, ce qui déréglerait la météo et détruirait plusieurs habitats naturels. Nous pouvons empêcher ces changements climatiques en préservant les proportions du mélange de gaz qui forment l'atmosphère et qui rendent notre planète unique en son genre. La Terre se distingue aussi par la manière dont ces gaz se mélangent au-dessus de la surface, en couches distinctes. Au-dessus des nuages, où soufflent les vents de basse altitude, se trouve une zone complètement différente. Les températures fluctuent à l'extrême et l'air se raréfie. Cet air, qui nous tuerait en quelques secondes, nous protège des radiations spatiales mortelles. Nous habitons une infime portion de l'atmosphère appelée troposphère. Les vents, les nuages, la pluie et la neige sont monnaie courante dans cette zone turbulente, surplombée par des kilomètres d'air froid et glacial. Même si un humain ne pourrait jamais survivre dans des conditions aussi extrêmes, nous avons grand besoin du poids et de la capacité protectrice de l'atmosphère. L'ingénieur John Powell et son équipe ont étudié les couches de l'atmosphère pendant 27 ans. Ils pénètrent de plus en plus loin dans ce monde dangereux. Nous découvrons parfois un phénomène dont nous ignorons complètement la nature. Nous n'avons que des données limitées pour l'analyser. Au fond, la haute atmosphère nous est complètement inconnue. L'équipe y a envoyé plus de 90 ballons. Chaque voyage s'approche un peu plus que le dernier du but ultime, l'espace. Les ballons et les dirigeables peuvent non seulement atteindre la limite de l'espace, comme ils le font maintenant, mais ils peuvent aussi la dépasser. Un voyage dans l'espace sans fusée. En théorie, l'atmosphère se termine et l'espace commence à une altitude de 100 km. Cela peut sembler très haut, mais sur un globe terrestre, l'atmosphère serait aussi mince qu'une couche de vernis. En réalité, l'air s'étend beaucoup plus loin. La première couche de l'atmosphère, la troposphère dans laquelle nous habitons, s'élève jusqu'à 12 000 mètres, l'altitude de croisière des avions commerciaux. Au-dessus se trouvent 4 autres couches. Les variations de température dans chacune des couches nous permettent de les distinguer. Il fait de plus en plus froid, puis ça se réchauffe jusqu'à 0, puis ça se rafraîchit encore. Lorsque la température change, on sait qu'on passe à une autre couche. Vient d'abord la stratosphère, une couche stable et peu venteuse. Dans la mésosphère, la température chute jusqu'à moins 100 degrés Celsius. Au-dessus se trouve la thermosphère, dans laquelle le rayonnement solaire fait monter le mercure jusqu'à près de 2500 degrés. La dernière couche est l'exosphère, une région sans bornes où les molécules se raréfient graduellement jusqu'au néant complet de l'espace. L'exosphère s'étend très loin. On a déjà trouvé des particules de l'atmosphère terrestre sur la face cachée de la Lune lors du programme Apollo. En s'élevant vers l'espace, les ballons de Powell laissent loin derrière eux le monde tel qu'on le connaît. L'air se raréfie. Plus les ballons prennent de l'altitude, plus la pression exercée sur eux diminue. La pression diminue avec l'altitude.
À la hauteur où nous travaillons, dans la stratosphère, la pression n'est qu'un centième de celle au sol. C'est un tout autre monde. Le poids de l'air au-dessus de nous forme la pression atmosphérique. Nous imaginons souvent les molécules d'air comme n'ayant pas de poids, mais leur poids s'additionne. Le hall principal de la gare centrale de New York contient plus de 180 tonnes d'air. La gravité attire l'air et le compresse dans les couches inférieures, ce qui rend celle-ci plus dense. C'est cet air dense qui se trouve au niveau du sol. Un seul litre de cet air contient plus de 18 milliards de billions de molécules de gaz. Mais en haute altitude, autour du ballon, il y a moins d'air qui pousse vers le bas. L'air est donc plus rare. C'est comme se trouver sous un millier de couvertures, chacune d'elles représentant une couche de l'atmosphère qui nous écrase. À mesure qu'on s'élève en altitude, il y a moins de couverture et la pression diminue, jusqu'à ce que l'on atteigne le sommet, où aucune pression ne se fait sentir. Ce phénomène nous semble étrange car notre corps et toutes nos technologies sont parfaitement adaptés à l'air dense. Il est même essentiel à l'ouïe. Le son se propage dans l'air en ondes de pression. Le son n'est qu'une onde, comme le sont les vagues dans l'eau. Mais si on retire l'eau, les vagues ne peuvent plus se propager. Lorsque l'atmosphère se raréfie, elle perd sa capacité à transmettre les ondes sonores. Et dans le néant spatial, il n'y a aucune matière pour transmettre les ondes. Même l'explosion la plus violente ne produit aucun son. Des expériences scolaires menées à bord du ballon étudient ce changement radical de pression. L'expérience est très simple. D'abord, on coupe une balle de ping-pong en deux, puis on insère les instruments dans la balle. La plus simple, et ma préférée, c'est lorsqu'on prend une petite guimauve et qu'on la place dans la balle. C'est le meilleur exemple de construction de satellite. Puis on l'envoie à la frontière de l'espace. Dans l'air raréfié de la stratosphère, la pression de l'air ne peut plus maintenir la guimauve intacte. Les bulles d'air dans la guimauve prennent de l'expansion et font éclater la balle de ping-pong. Si l'air raréfié est dangereux pour les guimauves, il l'est aussi pour le corps humain. Contrairement à la croyance populaire, le sang ne se mettrait pas à bouillir. Il reste comprimé par les vaisseaux sanguins. Mais à l'air libre, la peau se gonfle comme la guimauve. À 8000 mètres d'altitude, l'air devient trop rare pour respirer. Il n'y a plus assez de molécules dans une bouffée d'air. Privé d'oxygène, le cerveau commence à défaillir. Le froid extrême vous tuerait, mais la basse pression le ferait bien avant. En s'élevant encore plus haut, le ballon fait face à un ennemi invisible, le rayonnement. Le Soleil émet continuellement des quantités incroyables d'énergie, entre autres sous forme de rayons ultraviolets de haute énergie, les UVC. Ces rayons frappent fort et, dans la haute atmosphère, ils attaquent la structure même des ballons de Powell. Les rayons UV endommagent la membrane et y forment des fissures microscopiques. Ces fissures rendent la membrane fragile et celle-ci finit par éclater. Ces rayons sont des tueurs potentiels pour les ballons et pour l'être humain. Ils bombardent notre ADN cellulaire et peuvent causer le cancer. Mais à 11 km d'altitude, une couche gazeuse bloque 99% de ces rayons. Elle est composée d'ozone, un gaz rare constitué de 3 atomes d'oxygène. L'ozone absorbe et bloque les rayons UVC. La couche d'ozone n'est pas de l'épaisseur d'une pellicule plastique. Ce n'est pas une mince couche à travers laquelle on peut passer. Elle s'étend sur des kilomètres, en se raréfiant graduellement. Les produits chimiques synthétiques que l'on retrouve dans les réfrigérateurs et les aérosols ont appauvri cette délicate couche protectrice. En hiver, des trous dans la couche apparaissent au-dessus des pôles. Ces substances nuisibles sont maintenant interdites et la couche d'ozone se rétablit graduellement.
Au-dessus, l'air fragile de la mésosphère nous protège d'un autre bombardement spatial mortel. Au Texas, Jeff Notkin et Steve Arnold sont en quête de vestiges de missiles intergalactiques détruits par notre atmosphère. Une substance plus rare que le diamant équivaut son pesant d'or, les météorites. Ces deux chercheurs professionnels recherchent des cailloux cosmiques ensevelis dans les champs et les prairies. La recherche de ces météorites me donne la chance de toucher à des matières venues de l'au-delà, des fragments du cosmos qui ont atteint notre planète. Cette quête a amené Steve et Jeff à voyager de la Sibérie au Chili. Ils ont fait des découvertes spectaculaires. La plus grosse météorite que j'ai jamais trouvée pesait 648 kilos. C'était une grosse masse de fer au Kansas. Au départ, nous ne savions pas que c'était une découverte importante, mais les médias se sont emparés de l'affaire. Ce n'est pas seulement sa découverte la plus importante, c'est l'une des plus grandes découvertes de météorites. Cette roche cosmique colossale est évaluée à 1 million de dollars. Mais elle reste une découverte rare, car la plupart des météorites ne survivent pas au contact de l'atmosphère terrestre. La plupart n'atteignent pas la surface. En un sens, l'atmosphère est notre amie. Elle nous protège des roches venues de l'espace. Mais pour les chercheurs de météorites, c'est un peu un ennemi, car il détruit l'objet de nos recherches. Steve et Jeff cherchent les fragments restants à l'aide d'un détecteur de métal fait sur mesure. Les météorites contiennent du fer. Un aimant peut donc les attirer et un détecteur de métal peut les trouver. Chaque année, plus de 18 000 météorites se dirigent à toute vitesse vers la Terre. Au moment où une météorite pénètre dans l'atmosphère, elle voyage à la vitesse à laquelle elle se déplaçait dans l'espace, c'est-à-dire à plusieurs milliers de kilomètres à l'heure. Dans leur descente vers la Terre, elles passent par chacune des couches externes de l'atmosphère. Mais lorsque les météorites atteignent la mésosphère, l'air commence à exercer une pression inverse. On ne peut sentir l'air autour de nous que lors des journées venteuses. Mais une météorite qui entre dans l'atmosphère, elle, en ressent tout de suite les effets. Elle voyage si vite que lorsqu'elle entre dans l'atmosphère, l'air ne peut se retirer du chemin à temps. C'est comme si elle entrait en collision avec une paroi dure, comme un bloc de béton. Lorsque l'air devant la météorite est compressé, il atteint une température de plus de 16 000 degrés Celsius. L'air prend finalement feu et illumine le ciel. Lorsqu'on voit dans l'atmosphère une météorite, aussi appelée étoile filante, ce n'est pas la météorite qui brûle, mais bien la couche d'air protectrice. Mais la friction et la chaleur érodent la roche céleste, et l'air chaud fait fondre sa surface métallique. Cette collision avec l'atmosphère peut parfois faire éclater la météorite le long de ses fissures. Voici une vraie météorite. Si elle pénétrait dans l'atmosphère à toute vitesse, voici ce qui lui arriverait. Seuls des fragments de l'astéroïde original survivraient à la descente vers la Terre. Leur vitesse passe de 27 000 à 480 km à l'heure et des roches de la taille d'une voiture familiale ne deviennent pas plus grosses que des balles de golf. Leur collision avec la surface forme des trous de quelques centimètres de profondeur. Les chances d'en trouver une sont minces. I'll get the shovel. Right about there, maestro. La découverte semble prometteuse, mais la chance tourne. Nous avons trouvé ce morceau de ferraille. Il peut se retrouver un tas de déchets dans ces champs. Alors tout ce qui contient du fer fera sonner notre détecteur. Nous appelons ces déchets les météos ratés.
Ils trouvent en moyenne 75 météos ratés pour chaque vrai météorite. Voici une météorite ferreuse véritable. On croit qu'elle provient du noyau d'une planète éteinte ou d'un astéroïde. On l'a trouvée ici même dans un champ de météorites. On appelle ces petites aspérités sur la surface empreintes digitales, ou de façon plus scientifique, régmaglyptes. On ne les retrouve que sur les météorites, car elles sont causées par la fonte de la surface lors de leur passage dans l'atmosphère. On ne les trouve pas sur les roches terrestres. L'atmosphère joue toujours un rôle considérable et rend les météorites à la fois rares et précieuses. Il y a très peu de chances qu'une météorite survive à son passage dans l'atmosphère et qu'on la retrouve. Sans notre atmosphère, nous verrions sans cesse des particules rocheuses nous tomber dessus, et certaines seraient plutôt grosses. S'ajoutant à l'air que nous respirons, à l'eau que nous buvons et à la pression que nous ressentons, la barrière d'air raréfiée qu'est la mésosphère est le dernier cadeau que nous offre l'atmosphère. La quitter pour une couche plus élevée de l'atmosphère, c'est laisser la vie loin derrière nous. Les ballons de John Powell n'atteignent que la haute stratosphère. Joseph Kittinger a sauté d'un peu plus bas, au milieu de la stratosphère. Les seuls braves qui s'aventurent dans l'infernale thermosphère et dans la lointaine exosphère sont les astronautes en route vers l'espace. Un jour, les missions spatiales habitées iront peut-être encore plus loin, jusqu'aux planètes possédant leur propre atmosphère. Ces atmosphères pourraient même receler des formes de vie. Quelque part dans l'univers, sur de lointaines planètes, la vie extraterrestre s'est peut-être développée dans une autre atmosphère. Joel Hagen a passé plus de 20 ans à envisager les effets de ces atmosphères sur leurs habitants potentiels. Je retire beaucoup de plaisir à penser à l'origine de la vie sur Terre et à la transposer à des mondes qui n'ont pas encore été explorés. Hagen s'intéresse particulièrement à la possibilité de la vie sur une géante gazeuse. Une planète comme Jupiter possède une atmosphère complètement étrangère à ce que nous connaissons. Elle n'a pas de surface solide, seulement des gaz dont la densité fluctue graduellement. Les organismes vivant sur une telle planète pourraient se déplacer en flottant, par exemple en produisant de l'hydrogène. Ces organismes ressembleraient à des dirigeables remplis d'hydrogène. Plus légers que l'air, ils flotteraient parmi les nuages de gaz. Afin de permettre aux microbes de flotter, je les imagine en colonies dans des structures tentaculaires comme celle-ci. Ces microbes produiraient de l'hydrogène qui ferait gonfler ce sac de gaz. Des créatures comme celle-ci seraient capables de flotter librement dans l'atmosphère. Sur les planètes à l'atmosphère plus dense, des créatures plus complexes pourraient même s'élever vers le ciel. L'air dense pourrait permettre à des reptiles de planer et de voler. Une telle créature ne pourrait pas très bien voler sur la Terre, mais sur un satellite comme Titan, dont la gravité n'est que 15 % de celle de la Terre, mais dont la densité atmosphérique au sol est 1,5 fois celle de la Terre, même un être humain portant des ailes artificielles pourrait voler. Il est donc très probable que de telles créatures existent. Hagen se base sur ce que l'on connaît des planètes et sur l'histoire de l'évolution sur la Terre. Mais tout cela ne restera que spéculation jusqu'à ce que l'on trouve véritablement de la vie dans d'autres atmosphères. Seulement trouver des microbes sous une roche sur Mars me rendrait fou de joie. Je ne m'attends pas à trouver des créatures qui peuvent me serrer la main. Je serais heureux de savoir que la vie est apparue à 2 reprises. À ce jour, il semble bien que la vie ne soit apparue qu'une seule fois. Et c'est grâce à l'atmosphère unique de notre planète. En nous élevant à des milliers de kilomètres dans les airs, nous avons tenté de percer les mystères de notre atmosphère. Une atmosphère qui nous protège et qui nous garde en vie à chaque bouffée d'air.